Petite visite Tropic Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blancs, ignames France, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropic Marché. C'est bien bénisot, venez qu'à Tropic Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. 6 juillet 2022 et notez que la banque JP Morgan prévient que l'embargo sur le pétrole russe risque de faire monter le prix du baril de pétrole à $380. S'en suivrait alors une crise sans précédent. En attendant, le gouvernement présentera demain ses textes d'urgence face à l'inflation avec des mesures qui devraient être concrètes. On attend de voir effectivement de quoi il s'agit. Et interpellé et transféré en Martinique dans le cadre de l'affaire des grands frères, Jimmy Miat a été libéré sous contrôle judiciaire. Il fait partie de la deuxième vague d'interpellations opérée la semaine dernière. Ils étaient 5 à comparaître au tribunal de Fort-de-France et les 4 autres, eux, sont toujours incarcérés. On fait le point avec la sœur de Noël Daufour qui était venue l'accueillir justement à Pôle-Caraïbes vu qu'il a été rapatrié en Guadeloupe. J'ai pas envie de prendre ça comme un espoir et j'ai même pas envie de prendre ça comme une victoire. On a juste là on a répondu à un droit. C'est quelqu'un qui est innocent jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a rien de probant dans le dossier qui obligeait à ce qu'on le garde en détention. Donc pour moi, c'est qu'on a juste respecté le droit d'un citoyen qui est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc espoir, non, parce que bon, ça fait quand même 6 mois qu'on est dedans. Et on a bien compris que la machine, elle est bien ficelée aujourd'hui, que c'est au-delà de ce qui se passe ici, c'est au-delà de toute la machination, enfin de tout le schéma guadeloupéen, de tout le schéma judiciaire guadeloupéen. On a vraiment l'impression que ça se passe au-dessus. Donc on a bien compris que on n'attend pas d'espoir, on attend juste la vérité. On sait que la vérité, elle est là. À un moment donné, on sait aussi qu'elle va devoir bien être entendue. Et à ce moment-là, on sera là aussi pour, par contre, comme aujourd'hui, être là pour recevoir les 11 autres grands frères. Parce qu'on en a libéré un, mais je rappelle qu'il en reste aujourd'hui 11. Donc c'est encore 11 personnes, 11 garçons, 11 hommes, 11 pères engagés, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants à qui il manque terriblement aujourd'hui, à des familles, à des compagnes. C'est un drame qui se joue. Donc espoir, heureux, nous sommes heureux pour lui qu'il ait retrouvé sa famille parce qu'il n'avait rien à faire là où on voulait le mettre. Mais espoir, non. Moi, je crois pas en l'espoir, je crois en la vérité. Il était passé en garde à vue la semaine dernière et il a été déporté en Martinique. Et il était question... Alors, il faut savoir que le juge d'instruction ne demandait pas sa mise en mandat de dépôt, c'est le parquet qui est passé au-dessus et qui voulait quand même, malgré ce qu'avait demandé le juge, demander à ce qu'il aille en prison. Donc il y avait vraiment une volonté de casser ces garçons. Heureusement, le juge d'instruction a écouté, enfin le juge de la cour d'appel a écouté et a entendu qu'il n'avait pas sa place aujourd'hui. Donc il est sous contrôle judiciaire, mais c'est bien mieux qu'une mise en détention et être parti pour 3, 4, 5, 6 mois d'incarcération. Et concernant la réintégration des personnels soignants, notez que le ministre de la Santé, M. Braun, a annoncé que cela ne faisait pas partie de l'agenda du gouvernement et que ces personnels ne représentent que 0,58% des effectifs totaux et que de fait, il n'y avait pas d'urgence les concernant. Comprenez à cela qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de les réintégrer. Il a posé une autre condition, à savoir l'amélioration de la situation sanitaire. On est loin du cas puisque on parle de rebond épidémique depuis quelques jours. Et nous sommes en pleine période estivale et les autorités veillent au grain. Au programme des opérations de prévention à la sécurité routière en soirée et des contrôles des zones animées comme la marina. Le mot d'ordre, c'est tous responsables pour les vacances sans violence, peace and chill. Le reportage. C'est un travail qui n'a pas que débuté aujourd'hui, c'est un travail qui est ancien. Je dirais que depuis 1 an, je suis en relation avec le Syndipro, avec les organisateurs de spectacles, avec le monde du carnaval.
puis le monde de la culture en Guadeloupe. Donc ces échanges, ils ont débouché aujourd'hui sur cet appel à la raison, cet appel au respect des règles, cet appel à lutter contre la violence. Vous l'avez dit, vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, c'est un début. Il va falloir que ça se matérialise par la suite. Eh bien, d'une part, par des opérations de contrôle que nous ferons sur les lieux de sortie, aussi bien à la marina qu'à Jarry, des opérations de prévention que nous mènerons ensemble avec les patrons des boîtes de nuit, par exemple, sur des opérations de prévention en matière de sécurité routière, et puis sur des liens directs entre les forces, les patrons de bar, les organisateurs de spectacles, eh bien, pour prévenir dans le cadre de l'organisation des événements, et puis pour pouvoir intervenir plus rapidement grâce à ces liens directs qui sont créés. Le but, c'est de développer cette culture de la sécurité, cet esprit de respect des règles, de respect de l'autre. La prévention, c'est bien parce que c'est pas tout le temps aussi cribler les jeunes. Il faut aussi faire de la prévention parce que des fois, certains jeunes, en ayant des discussions avec eux, nous, devant les portes de soirée ou autres, on se rend compte que certaines discussions désamorcent certaines choses. Donc, c'est bien d'avoir aussi cette forme de prévention avec nous. Nous, on va travailler plus avec les fédérations, les comités de carnaval, qui vont transmettre au groupe, et non seulement transmettre au groupe, parce que sachant que les membres du groupe, ils ont des parents, ils vont faire passer l'information et ça va arriver aux oreilles de tout le monde. C'est-à-dire, nous, on va se servir du réseau carnavalesque pour faire passer ce message, parce que nous, on se sent pertinemment, essentiellement concernés, parce que c'est vrai que le carnaval, on dit que c'est la fête, c'est le délire et autres, donc il faut quand même cadenasser ce délire. Donc c'est ça, à travers le monde du carnaval, que nous allions communiquer et faire passer le message. Si pas les soirées, pas ni vie, les gars, puis c'est chier. Tous responsables pour des vacances sans violence. Peace and chill. C'est pour ça que nous avons prévu ces vidéos que vous avez pu voir avec des acteurs du monde du spectacle, de la culture, une avocate, qui s'engagent. C'est pas un discours institutionnel, c'est bien le discours de Guadeloupéens eux-mêmes qui ont pris conscience des difficultés que rencontre le territoire, qui s'engagent eux-mêmes à lutter contre la violence. Donc on est bien sur l'humain, l'acteur guadeloupéen qui se met au centre du jeu et qui appelle lui-même à respecter les règles. Et chaque année, EDF, Lafarge, La Sarah et Grand Moulin des Antilles récompensent la crème de la crème des bacheliers. Bon, Covid oblige, la promotion 2020 et 2021 ont sauté, mais on peut reprendre maintenant les bonnes habitudes. Enfin, pour l'instant, en tout cas, un prix de l'excellence qui demande encore un effort de travail pour ces futurs étudiants. Les 15 bacheliers guadeloupéens issus des filières scientifiques qui ont été sélectionnés devront s'affronter pour déterminer les 4 vainqueurs. Le reportage. 4 grandes entreprises locales, EDF, Sarah, Simon Lafarge et les Grands Moulins des Antilles sont partenaires pour organiser les lauréats de l'excellence. L'idée, c'est de mettre en valeur les 15 jeunes bacheliers qui ont eu les meilleurs résultats dans les spécialités scientifiques. Donc, parmi ces 15 bacheliers, nous allons en sortir, on va dire 4 qui seront récompensés ce soir lors d'une cérémonie. Ça nous encourage énormément en tant qu'élèves à travailler davantage. C'est vraiment une grande motivation pour nous. Et puis ça récompense le travail que l'on effectue, pas seulement au cours de l'année terminale, mais de toutes les années avant, parce qu'on ne travaille pas qu'en terminale. Donc ça veut dire beaucoup de choses pour nous, élèves de terminale. Je suis déjà très contente d'être sélectionnée parce que c'est un prix. Ça récompense déjà, rien que d'être sélectionnée, ça prouve que mon travail scolaire, il a payé durant l'année et que j'ai eu mon bac et j'ai eu une mention assez importante. On a des bacheliers qui sont excellents, brillants, qui ont tous un projet professionnel bien défini. Donc le choix sera difficile. On regarde un petit peu leur projet professionnel, leur motivation, quels moyens qu'ils vont mettre en œuvre pour y arriver. Et surtout, on essaie de cerner un petit peu la personnalité de chacun pour pouvoir les départager. Ça s'est bien passé, j'étais satisfaite. Le jury a été vraiment sympathique. Le jury est bienveillant, ils nous mettent à l'aise, ils nous posent des questions sur nous, mais également sur nos activités, nos passe-temps. On peut vraiment parler de nous-mêmes et sans filtre, absolument nous-mêmes tels qu'on est. Ils m'ont laissé parler, j'ai parlé de mes hobbies, on a un peu parlé de mon parcours scolaire, mais c'était pas axé sur ça, c'était plus axé sur mes passions, ma personnalité. Nous, entreprises sur le territoire, nous sommes en capacité de les recevoir après leurs études. C'est aussi un signal fort de leur dire « Revenez, vous avez des compétences qui peuvent être mises à disposition du territoire ».
Et maintenant, je reçois Gerty Dambury, qui sera marraine de la 13e édition du prix de l'excellence littéraire Guy Tyrolien, qui se tiendra à Bémaouf. Bonsoir, Madame Dambury. Bonsoir. Alors, avant d'en venir justement à ce prix de l'excellence littéraire, j'aimerais bien avoir votre avis, votre vision justement sur la littérature caribéenne. Est-ce qu'elle est en expansion? Est-ce qu'elle se démocratise? Est-ce qu'elle s'exporte? Est-ce qu'elle va bien? Elle se développe de manière extraordinaire. Extraordinaire, il y a des auteurs... alors moi, je suis anglophone, angliciste, je veux dire. Et donc, des auteurs de la Caraïbe anglaise, de la Jamaïque, par exemple, des gens comme Kay Miller, des gens comme Monique Roffé, qui ont des prix un peu partout, mais qui écrivent, c'est pas seulement les prix, parce que les prix, on peut donner un prix un peu à n'importe quoi, mais ce sont des ouvrages absolument formidables. Et comme je fais en plus de la traduction, je suis en train de traduire un roman qui s'appelle La sirène de Black Conch et qui est une extraordinaire histoire de femme taïno qui revient dans la Caraïbe en 1976 et qui découvre la disparition de son peuple et cette espèce de transformation de la Caraïbe qu'elle n'a pas connue. Donc ça raconte à la fois l'histoire, mais ça dit aussi, ça parle aussi beaucoup de la place des femmes dans les sociétés, dans les différentes sociétés, autant les sociétés amérindiennes que les sociétés caribéennes d'aujourd'hui. Je suis un peu plus à distance de la littérature en langue française, parce que c'est un choix. Je veux dire que je suis... Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix? J'en ai un peu marre du français, j'en ai un peu marre de la France et de ce rapport de domination et de ce face-à-face permanent. Et il y a un horizon extrêmement large qui s'ouvre, qui est ouvert pour nous sur les auteurs de la Caraïbe qui ont toujours été brillantissime et que nous avons eu, nous, tendance à occulter. Des gens comme Derek Walcott ou d'autres, prix Nobel de littérature, je sais pas, Naipaul, etc., qui sont de grands auteurs. Et puis, il y a par exemple, une jeune poétesse de Sainte-Lucie qui s'appelle Canicia Lubrine, qui écrit en anglais, créole et français mélangés, qui écrit une espèce de poésie explosive. Et ça mérite vraiment d'être découvert. Alors bientôt, vous allez justement animer une conférence dans le cadre de cette 13e édition du prix de l'excellence Guy Tyrolien. Une conférence encore une fois sur le noir, sur le nègre. Eh oui. Eh bien, écoutez, ma première réaction, pour tout vous dire, ça a été est-ce qu'on ne va pas rester dans quelque chose d'un peu suranné? Il faut qu'on fasse gaffe à ne pas rester les deux pieds bloqués dans la négritude. Et donc, il y a un certain nombre de questions d'aujourd'hui sur la place de nos jeunesses noires, ici, chez nous, et ailleurs, en France, pour dire les choses. Moi, je n'utiliserai jamais le mot métropole, donc je dis la France. A priori, il est non avenu, le mot métropole. Voilà, merci. Hexagone, ça nous va. Hexagone, ça va. Et donc, du coup, il y a peut-être moyen de reposer les questions à partir du réel aujourd'hui. Moi, je suis membre fondatrice d'une association de remue-ménage qui s'appelle Décoloniser les arts. Et Décoloniser les arts pose toutes ces questions, pas seulement la question de pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des Noirs qui auraient des postes, etc., comme Pape Ndiaye. Bon, ok, il a un poste, Pape Ndiaye, mais il va en faire quoi précisément? Comment est-ce qu'il va se positionner par rapport à nous, par rapport à notre histoire, à nos histoires, par rapport à ces jeunesses qui sont à la fois d'origines diverses, africaines, antillaises, etc., et qui se revendiquent comme français, qui est quand même différent de ce qu'on faisait à l'époque, nous, qui était de dire, en fait, on n'est pas français. Donc,
qu'il y a véritablement un mouvement de dire c'est notre société, disent les jeunes aujourd'hui, c'est notre société, la France, on va la transformer, on va la bousculer, et je trouve ça assez intéressant. Donc le choix de Guy Tyrolien est approprié pour ce genre de débat ? Je pense tout à fait que le choix de Guy Tyrolien est approprié. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le fait d'analyser aujourd'hui la vie et l'œuvre de Guy Tyrolien, c'est de voir comment, à ces périodes, on parle des années 40, 50, 60, à ces périodes, il fallait à la fois concilier le fait de se retrouver à occuper un espace politique et en même temps, tout en contestant cet espace politique. Donc, c'est à peu près la même situation aujourd'hui. Exact. Et avec Guy Tyrolien, il y a, à mon avis, quelque chose qui est généralement occulté, qui est l'extrême ouverture, la grande ouverture de ses points de vue. Il est intéressé par la Caraïbe, il est intéressé par les Noirs américains, il est intéressé par l'Afrique, il vit en Afrique, et il travaille, et il a pour meilleurs amis des Jamaïcains vivant aux États-Unis ou en France. Et là, il y a toute cette palette qu'il a parcourue et qu'on trouve dans son ouvrage Baldor. Je me disais ce matin, ça pourrait être drôle de prendre une phrase de chacun des poèmes de Baldor et de voir à quel point, alors qu'il y a une grande différence de style, une grande différence de thème, de voir à quel point il y a un chemin qui va de la première page à la dernière page. Et ça, c'est formidable. Il faut le redécouvrir, il faut lire ces poèmes, il faut sortir des poèmes habituels qu'on a entendus 25 fois, et il faut aller voir comment il s'est confronté aussi à certains styles littéraires de l'époque, y compris le surréalisme, et comment il a à la fois contesté et à la fois testé. Donc ces travaux sont toujours actuels ? Absolument, et puis surtout, non seulement ces travaux sont actuels, mais pour les gens qui s'intéressent à la littérature, il y a un domaine là à fouiller. Il y a un domaine pour les gens qui s'intéressent à la fois à la littérature et à l'histoire politique de nos hommes, de nos écrivains. Il y a un domaine là à fouiller qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment travaillé. Et pour de nombreuses raisons. Sur ses œuvres ou sur l'homme ? Sur les deux, à la fois ses œuvres, à la fois l'homme, ses œuvres non publiées. Il a beaucoup de textes qui n'ont pas été publiés parce que lui-même était extrêmement exigeant sur ses publications, et s'il n'a pas publié, c'est qu'il a considéré que ses travaux n'étaient pas aboutis. Mais ça n'empêche pas, même si les travaux ne sont pas publiés, ça n'empêche pas qu'il y ait de jeunes chercheurs qui reprennent et chercheuses qui se penchent dessus et qui essaient de voir vers où il était en train d'aller dans sa nouvelle direction. Il y a aussi, je ne voudrais pas être trop longue, je sais que je parle beaucoup, mais il y a aussi quelque chose, son point de vue sur la littérature des années 80. Il exprime son point de vue sur la littérature des années 80 et la créolité, etc. Il y a aussi le fait que il témoigne et rend compte de certaines influences qui ont été importantes pour beaucoup d'auteurs qui ne les ont pas forcément reconnus. Par exemple, l'influence qu'a pu avoir St. John Perse sur l'écriture de Césaire ou sur l'écriture de Glissant. Tout cela, franchement, c'est à creuser. Donc, qu'avons-nous au programme, justement, pour cette 13e édition du Prix de l'Excellence Guy Tyrolien ? Alors, nous avons 2 journées, deux soirées. La première soirée qui se déroule, les deux se déroulent au même endroit, mais la première soirée qui se déroule demain, jeudi 7 juillet, à partir de 18h30, à la maison communale Wonch, ou Vonche, je ne sais pas très bien comment on dit. Vonche. Ce sera une rencontre entre un professeur de lettres,
que j'aime beaucoup, qui est extrêmement intelligent, qui s'appelle Christian Chéry, et moi. Donc, nous allons discuter autour de tout ce qu'on vient de dire là, hein, et certainement plein d'autres choses. Beaucoup plus. Voilà. Et à la suite de la discussion, les gens pourront poser des questions. Je crois qu'il y aura aussi présente une jeune réalisatrice qui s'appelle Yael Selbonne, qui vient de terminer un film sur Guy Tyrolien, qui est passé sur la télé de France, France 1, là, comment ça s'appelle, Guadeloupe la première. Et donc, Yael Selbonne, qui sera pendant, je crois, très peu de temps, mais qui sera quand même sur le plateau avec nous. Et par la suite, après la rencontre littéraire, le public pourra également s'exprimer, poser des questions. Et ça j'attends avec impatience les questions du public. Et le lendemain, le vendredi, il y aura la remise des prix aux meilleurs élèves, ceux qui viennent de passer le baccalauréat, donc les meilleurs, l'excellence, qui est un concept que moi-même j'interroge, et donc on aura l'occasion d'en discuter. Comment vous l'interrogez? J'interroge l'excellence dans la mesure où l'excellence par rapport à quoi? C'est-à-dire que il y a pour tout, il y a une norme de base. Et cette norme de base doit toujours être interrogée. Donc, vous aimez bien casser les codes et voir plus loin. C'est important de casser les codes. C'est important qu'il y ait de l'excellence. Je dis pas le contraire. Hein. C'est important que notre jeunesse aille au bout de ce qu'elle réalise. Mais c'est aussi important, et c'est ce que nous ont toujours montré nos auteurs, les auteurs avant moi, hein, tous les auteurs avant nous, ils nous ont toujours guidés vers la différence, vers l'interrogation, vers le fait de bousculer les choses telles qu'elles sont présentées. Et donc, ces jeunes, je ne sais pas combien ils seront pour l'instant, recevront un prix décerné par la ville de Bemao. Donc le rendez-vous principal est donné, ce sera donc demain à partir de 18h30 à la maison coloniale de Vonche à Bemao pour effectivement cette rencontre avec vous, Madame Dambury, autour des écrits justement, autour des écrits d'un grand homme, hein, effectivement, Guy Tyrolien. Visiblement, de ce que vous nous disiez, on ne le connaît pas encore parfaitement, l'homme. Non, il y a encore à creuser. Il est question aussi de parler de ce que j'écris. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je suis très discrète et très... Pourquoi la discrétion? Alors que vous voulez un peu bousculer finalement? Je ne suis pas discrète ailleurs, hein. Là où il faut bousculer, je ne suis pas discrète du tout, hein. Mais l'autopromotion n'est pas vraiment dans mon caractère. Voilà, donc on parlera de tout ça demain soir. Donc on vous invite à rencontrer justement Madame Gerty Dambury demain à partir de 18h30 à la maison coloniale de Vonche à Bemao. Et afin d'affirmer sa volonté de coopération, le conseil départemental s'est rendu aujourd'hui au centre gérontologique de Palais-Royal aux Abîmes. La collectivité se veut porteuse de solutions pour les personnes en perte d'autonomie et qui ne peuvent pas être maintenues à domicile. Le reportage. Au niveau du département, nous avons cette volonté, en tout cas j'ai cette volonté de pouvoir visiter tous les sites. Donc vous comprenez parfaitement qu'il fallait d'abord commencer par cette structure de référence, mais nous allons visiter les autres EHPAD sur le territoire, voir dans quelles conditions vivent nos aînés, dans quelles conditions travaillent celles et ceux qui sont dans ce secteur. C'est surtout pour bien montrer, de par ma présence, tout l'intérêt que nous accordons à ces différents établissements. C'est notre mission, c'est notre métier et c'est quelque chose qu'on offre à la population. C'est un établissement moderne, adapté avec du personnel formé. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Hein. Nous avons ici des professionnels dont le métier, c'est de répondre à ce besoin de la perte d'autonomie. On connaît ce problème de vieillissement, mais surtout, le département a fait le choix d'accorder sa priorité à toutes les politiques d'autonomie. Et ici, lorsqu'on constate la qualité des équipements qui donnent toutes les garanties aux personnes hébergées en termes de prise en charge de soins, de vie, mais aussi on a senti l'implication du personnel sur des projets d'animation et qui, au-delà d'une prise en charge médicale, et il y a aussi cette volonté que nos aînés puissent vivre dans de très bonnes conditions. C'est aussi un signe de considération pour le travail qui est fait par le personnel.
Et puis, c'est aussi la volonté que j'exprime et qui a été exprimée par le président qu'on travaille main dans la main pour assurer cette mission de répondre aux besoins de la perte d'autonomie. Beaucoup de professionnels qui arrivent à avoir un service de qualité. Aujourd'hui, nous avons un établissement qui est moderne et qui répond aux normes et aux besoins de la personne âgée. Et donc, nous sommes tout à fait prêts à les accueillir, mais aussi à en parler. Je suis fier de ce que j'ai vu aujourd'hui. Ici, c'est vraiment le département a pris en charge, en compte, le problème des personnes âgées. Nous savons que c'est une compétence du département. Nous sommes un département vieillissant. Et je dis que cette structure qui a été construite, pensée par un ancien directeur du centre gérontologique, M. Lavelle, on sent que quand on traverse, quand on rencontre les personnes âgées dans leur salle, eh bien, ils sont contents d'être là parce qu'il y a un personnel qui aime le travail qu'il fait. Un reportage signé Stanley Manicor. Et on part pour la présentation du 10e Tour cycliste cadet du 6 au 10 juillet. 16 équipes qui regroupent 74 coureurs s'affronteront sur les 278 km de route. Il y aura également un hommage, enfin ils en ont profité aussi pour faire un hommage au fondateur de la compétition, M. Médéric Freddy. Le reportage. Comme vous le savez bien, notre cheval de bataille, c'est la jeunesse. Donc c'est important pour nous d'organiser ce tour cadet, malgré les difficultés qu'on connaît depuis 2-3 ans. Hein. Mais bon, après, sur le parcours, c'est la commission technique qui a élaboré un parcours adéquat pour que nos jeunes puissent s'exprimer. Je pense que c'est un très bon parcours. C'est un tracé qui représente, comme tout cycliste, des épreuves sur le plat, des épreuves semi-montagneux et une étape de montagne et une finale sur le plat, un prologue. Ça qui permet à tout un chacun à avoir ses chances de victoire d'étape et aussi qu'il y a un vainqueur, mais c'est un vainqueur qui, quand il gagne, c'est un coureur complet qui passe la montagne et aussi qui arrive à rester avec les meilleurs sur le plat. Au niveau du tour cadet, les transporteurs sont déjà montés sur le vélo. Donc, il y a des transporteurs sur le tour cadet, le tour féminin, le tour senior. Et on essaie aussi de voir l'année prochaine comment faire pour que toutes les courses, surtout les courses à étapes, qu'il y ait des transpondeurs. Mais ça a un coût, donc on va chercher pour trouver que l'année prochaine, ça se passe mieux. 74 coureurs au départ. Au nouveau pays, il n'y a que la Colombie comme pays, mais après, ça ira à la Martinique, 2 équipes de Martinique et les équipes de Guadeloupe qui sont là. Au total, 74 coureurs sur ce tour de la Guadeloupe. J'appelle au civisme, à la responsabilité et surtout à la sécurité de tout un chacun sur cette 10e édition du Tour cadet de la Guadeloupe. Et je voudrais terminer je rends un hommage à celui qui a créé ce Tour cadet de la Guadeloupe, qui est M. Médéric Freddy, et qui a eu cette idée lumineuse un jour. On en a discuté et m'a dit, tiens, je vais faire ce Tour cadet, ça va nous permettre justement de pourvoyer à la relève de notre cyclisme. Et c'était une superbe idée. Je souhaite longue vie au Tour cadet, je souhaite longue vie au cyclisme guadeloupéen et surtout, je rappelle encore une fois que toutes les épreuves organisées en Guadeloupe, eh bien, nous l'organisons avec le thème de la sécurité routière. Que nous soyons piétons, cyclistes, motards ou automobilistes, la route, elle se partage. Et la Ligue régionale de basket, elle organise un tournoi en 3-3 pour donner un ballon supplémentaire à cette discipline. Le reste en images. Le but du tournoi, c'est de lancer l'opération Club Guadeloupe de 3-3. Ce qui veut dire que les meilleurs seront référencés par les techniciens. Et comme le CREPS va ouvrir très prochainement son terrain de 3-3 au niveau, le 3-3 guadeloupéen sera basé ici pour la performance de ces jeunes, pour permettre demain de créer un club Guadeloupe et une sélection de la Guadeloupe pour aller dans la Caraïbe, aussi aller participer à des tournois nationaux et internationaux. Ce genre de tournois, ce sont des tournois qui existaient déjà à l'époque, avec une marque, une boisson qui sponsorisait cet événement, où on avait plaisir à se retrouver. Et maintenant de voir que ça revient, mais en plus, encore plus structuré, c'est plaisant parce que ça va ouvrir d'autres opportunités aux communes, aux collectivités et aux jeunes. Les jeunes connaissent beaucoup le souhait, mais après le 3-3, c'est une réelle discipline
des Jeux Olympiques. Donc il suffit de recadrer un peu et leur transmettre le règlement et de les accompagner sur les terrains avec le vrai règlement. Il y a beaucoup de potentiel. Le 3-3, c'est un jeu très physique et chance pour tous les Guadeloupéens et toutes les Guadeloupéennes, nous sommes très physiques. Donc oui, il y a des réels athlètes et cette discipline est peut-être faite pour la Guadeloupe. 5-5 est déjà aux Jeux Olympiques. Le 3-3 rentre dans les Jeux Olympiques. C'est à nous, la Ligue de Guadeloupe, de mettre les outils en place pour que nous puissions avoir des jeunes Guadeloupéens qui doivent faire partie de l'équipe de France. On le dit, l'équipe de France était de passage lors d'un play-off en 2018 en Guadeloupe. Ils ont vu des jeunes qui ont joué contre l'équipe de France et l'entraîneur de l'équipe de France m'a dit, Monsieur Alexis, vous avez des sportifs de haut niveau, profitez-en, créez votre club de 3-3 au niveau de la Guadeloupe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.